traitons maintenant de la réanimation de l'opposition du pouce. La perte de l'opposition du pouce se voit dans les paralysies du nerf médian avec perte de l'antépulsion du pouce et dans les paralysies combinées du nerf médian et du nerf cubital avec perte associée de l'antépulsion du pouce et de l'adduction du pouce. Sur ce schéma, vous voyez représenter ici les trois directions principales des muscles qui seront utilisés pour réanimer l'opposition du pouce. Sont représentées également les trois positions des poulies qui nous serviront de réflexion en direction du pouce. Lorsque la poulie est placée très distalement en position A, le transfert sera essentiellement adducteur. Inversement, lorsque la poulie est placée très proximalement en position C, le transfert sera essentiellement antépulseur. Enfin, en position B, il s'agit là d'une position intermédiaire où le transfert sera à la fois antépulseur et adducteur. Schématiquement, la position de la poulie A correspond au bord inférieur du ligament rétinaculaire antérieur. La position de la poulie B correspond schématiquement au bord ulnaire de l'extrémité distale de l'ulna et la position de la poulie C correspond au bord supérieur du ligament rétinaculaire sur le versant médial de la gaine et du fléchisseur radial du carpe. On voit sur ce schéma de profil le positionnement des poulies précédemment citées, avec la poulie A qui sera beaucoup plus profonde que la poulie B, elle-même plus en profondeur que la poulie C qui sera la plus superficielle. Nous vous présenterons successivement trois types de transferts pour la réanimation de l'opposition du pouce. Tout d'abord, un transfert autour de l'extrémité distale de l'ulna et du pisiforme, selon la technique de Bunel et Palazzi. Ensuite, un transfert circumcubital selon la technique de Bourrel. Et enfin, un transfert à travers la membrane interosseuse selon la technique de Duparc. Le premier transfert d'opposition que nous allons décrire utilise comme poulie de réflexion l'extrémité distale de l'ulna et le pisiforme selon la technique de Bunel et Palazzi. Et le moteur qui sera utilisé est un fléchisseur superficiel du quatrième rayon. Compte tenu de la position de la poulie, ce transfert sera plus adducteur que antépulseur du pouce. Nous utiliserons pour ce premier transfert le fléchisseur superficiel du quatrième doigt qui est donc prélevé à la partie distale de la paume de la main en amont de la poulie A1. Ce tendon est ensuite récupéré à la face antérieure du poignet, en amont du ligament rétinaculaire antérieur, en prenant garde de ne pas léser le nerf médian. Il est ensuite ramené. Ce tendon est amené ensuite à la face profonde du fléchisseur ulnaire du carpe, puis il sera tunnelisé en aval du pisiforme sous le tendon d'insertion de l'abducteur du cinquième doigt. C'est à ce niveau que se fera la poulie de réflexion et qui donnera la direction de ce transfert qui, comme vous le voyez, prend la direction de l'abducteur et de l'opposant du pouce. Il est ensuite tunnelisé en sous-cutané au-dessus de la ponévrose palmaire moyenne et amené à la face latérale de la métacarpophalangienne du pouce où il sera passé sous le tendon terminal du court abducteur du pouce, la fixation distale se faisant par entrelacement.
Vous voyez ici la direction globale avec la poulie de réflexion au niveau du pisiforme. Et ensuite, cette direction précédemment décrite. Le deuxième transfert d'opposition du pouce que nous allons décrire est un transfert circumcubital, c'est-à-dire qu'il utilise comme poulie de réflexion le bord médial de l'extrémité distale de l'ulna. Il aura de ce fait une action plus antépulsive que le précédent et sa poulie de réflexion sera beaucoup moins sujette à adhérence. Le moteur qui sera utilisé correspond à l'extenseur propre de l'index qui est ici prélevé à la face dorsale de la métacarpophalangienne du deuxième rayon. Il faut séparer l'extenseur propre de l'extenseur commun. Il est toujours situé sur le versant ulnaire de l'articulation métacarpophalangienne. Il sera ensuite repéré en amont du ligament rétinaculaire dorsal du poignet. Il faut bien le distinguer du long extenseur propre du pouce, qui est lui plus radial. Il se situe sous l'extenseur commun des doigts et il est ici repéré et il faut ensuite le faire coulisser car il existe souvent des adhérences qui rendent son extraction assez difficile. Il peut y avoir d'ailleurs des échanges de fibres intertendineuses entre cet extenseur propre de l'index et l'extenseur commun du même doigt. Le muscle étant relativement fragile, il faut réaliser ce geste de façon très méticuleuse, de façon à ne pas altérer les fibres musculaires. Si nécessaire, il faut repérer, comme c'est le cas ici, le tendon de l'extenseur propre de l'index en aval du ligament rétinaculaire pour le libérer sans dommage et le récupérer dans la loge dorsale de l'avant-bras. On a ici le moteur intégralement prélevé. Il faut donc l'amener sur le versant ulnaire de l'avant-bras en le faisant passer sous l'extenseur propre du cinquième rayon. Et ensuite, on le passe en sous-cutané en direction de la face antérieure de l'avant-bras sur le versant ulnaire du poignet. On voit ici le moteur récupéré à la face antérieure et on peut voir en sous-cutané son trajet avec sa direction qui est relativement directe. Il faut bien sûr avoir un décollement suffisant pour éviter les adhérences. Le transplant est ensuite récupéré à la face antérieure du poignet. Il va passer au-dessus du fléchisseur ulnaire du carpe, au-dessus de l'aponévrose palmaire moyenne et prendre la direction des muscles ténariens externes du pouce, particulièrement le court abducteur du pouce. Le troisième transfert d'opposition du pouce que nous présentons maintenant passera à travers la membrane interosseuse et aura comme poulie de réflexion le bord médial du fléchisseur radial du carpe. De par sa direction, ce transfert sera plus antépulseur que les deux précédemment présentés. On peut utiliser comme moteur le long extenseur propre du pouce ou bien aussi l'extenseur propre de l'index. Dans les deux cas, ces muscles extrinsèques dorsaux seront passés à la face antérieure et pour atteindre la loge antérieure de l'avant-bras à travers une fenêtre préparée dans la membrane interosseuse en protégeant le nerf interosseux dorsal. Cette fenêtre se situe juste en amont du muscle carré pronateur. On voit ici le trajet du futur transfert et on expose à la face antérieure, juste
en dedans du fléchisseur radial du carpe et en dedans du long fléchisseur propre du pouce, le carré pronateur, et en amont de celui-ci, la partie distale de la fenêtre au niveau de la membrane interosseuse. On tunnelise et on fait communiquer la loge antérieure et la loge postérieure de façon à venir récupérer le transfert tendineux qui est amené à la face antérieure. Il faut découper une fenêtre suffisamment grande au niveau de la membrane interosseuse pour que ce transfert puisse coulisser aisément et ne pas créer d'adhérence. Comme vous le voyez, il ressort sur le versant médial du tendon fléchisseur radial du carpe, qui servira de poulie, et il est ensuite tunnelisé en sous-cutané en direction du court abducteur du pouce, au tendon duquel il sera suturé, avec, on peut le voir ici, un excellent effet antépulseur. L'autre transfert que l'on peut utiliser à travers la membrane interosseuse, selon la technique de Duparc, c'est le long extenseur propre du pouce lui-même, qui sera détaché à la face dorsale du pouce, passé à travers la membrane interosseuse en avant, amené à la face antérieure de la loge ténare, et ensuite suturé à lui-même à la face dorsale de P1. En supprimant l'effet rétropulseur du long extenseur propre du pouce, ce transfert optimisera l'effet d'antépulsion et d'opposition du pouce. Le long extenseur propre du pouce est isolé à la face dorsale de P1. Il sera ensuite détaché au niveau de la dossière de l'interosseux, de part et d'autre, et ensuite sectionné distalement. On le dissèque et on le libère en amont. Il faut protéger les rameaux, bien sûr, sensitifs du nerf radial. Ce long extenseur est en général constitué d'un tendon de très bonne qualité qui sera récupéré aisément en amont du ligament rétinaculaire dorsal du poignet. Contrairement à l'extenseur propre de l'index, il comporte beaucoup moins d'adhérence. Il sera ensuite tunnelisé à travers la membrane interosseuse et amené dans la loge antérieure de l'avant-bras avec un trajet relativement direct, comme on peut le voir ici. Il est récupéré en laissant sur la versant médial les fléchisseurs des doigts et il utilisera comme poulie de réflexion le fléchisseur radial du carpe. Il est ensuite amené en sous-cutané à la face latérale des muscles ténariens, puis à la face dorsale de la métacarpophalangienne, et il sera suturé à lui-même après l'avoir fait passer sous le tendon terminal du court abducteur du pouce de façon à ce qu'il soit bien stabilisé. Et il est ensuite suturé à lui-même pour conserver l'extension de la phalange distale.